Alors moi, je suis venue rencontrer ces deux personnes parce que ce matin, nous avons eu l'intervention de Monsieur Kazili et on a eu une définition sur les digital natives. Et il y a une intervention qui, dans votre discours, disait à un moment donné, on a cru que c'était pas un mythe, que ça existait vraiment, et puis finalement dans l'histoire, on est revenu dessus et c'est un mythe. À côté de ça, comme je participe à ce barcamp, je suis allée sur Twitter. Et Mario était sur Twitter et a mis, cet après-midi, il s'est mis un pense-bête sur Twitter. Il faut que je pense à leur raconter une anecdote qui montre que ce n'est pas un mythe. Donc, maintenant, ces deux personnes vont pouvoir débattre, est-ce que c'est un mythe ou pas un mythe. Donc, je laisse la parole à Mario. Il va raconter l'anecdote. Hein. Alors, l'anecdote est la suivante. Je monte un programme dans lequel chaque enfant a un blog. Fin primaire, chez nous, c'est 9-10 ans. Et dès le début des expériences, les jeunes, évidemment, les gamins font des fautes d'orthographe sur le site web, ce qui fait qu'au conseil d'administration, qui suit les premières semaines de l'expérience, j'ai un problème parce que les gens veulent arrêter l'expérience. Les gens au conseil d'administration disent, c'est dramatique, il y a des fautes sur le site web de l'école, c'est légion, et là, on a des plaintes. Alors, moi, je me rends dans la classe au début de la journée qui suit le conseil d'administration, l'air un peu déprimé, en disant au professeur, j'ai besoin de temps avec les élèves parce qu'il est possible que l'expérience doive cesser et j'ai besoin d'animer avec les jeunes. Évidemment, moi, si j'avais réglé le problème des fautes d'orthographe dans ma façon d'immigrant, avec mon accent d'immigrant numérique ce matin-là, j'avais plein de solutions en tête pour pouvoir régler ça. Mais je me suis dit, imaginons que Prensky a raison et qu'effectivement, les jeunes ont entre eux une capacité de régler ce genre de problème parce qu'ils sont nés avec la présence d'Internet. Et pour eux, ça ne les désarçonnera pas que de se faire dire « vous faites des fautes ». Peut-être qu'ils ont une solution à m'offrir. Alors, j'ai pris le risque ce matin-là d'animer les jeunes sur l'idée qu'on avait un problème. Je leur ai demandé « comment vous vivez l'expérience de bloguer? Comment vous vivez l'expérience d'écrire? » Et très rapidement, les jeunes m'ont dit « M. Asselin, les adultes sont malades. Ils sont malades, les adultes. Ils ne font que nous parler des fautes d'orthographe. » Bon, je suis content que vous en parliez, les jeunes, parce qu'au conseil d'administration hier, blablabla, et toute l'avant-midi, ils ont cherché des solutions pour contrer le problème. Je vous passe les mauvaises solutions. Mais la bonne solution, c'est, M. Asselin, vous allez nous obliger, lorsqu'on va poster, à avoir 2 pictogrammes qui vont apparaître. Et on n'aura pas le choix de choisir un des deux. Le premier étant texte en construction, le deuxième étant texte de qualité. Et, dépendamment du pictogramme qu'on choisit, va apparaître donc sur notre billet texte en construction, texte de qualité. Et nous, on va composer un texte qui va être en hyperlien sur le pictogramme, qui va raconter que pendant que l'icône texte en construction est là, les adultes n'ont pas le droit de nous parler de nos fautes d'orthographe. Ils n'ont qu'à nous parler de d'autres sujets. Et nous, on va expliquer comment on va faire pour ramener le pictogramme texte en construction à texte de qualité. Et comme ça, les adultes vont être rassurés sur notre prise de conscience que le français, la qualité de l'orthographe, c'est important, et ils vont cesser de nous embarrasser avec des trucs qui, à brève échéance, n'ont pas d'importance. J'aurais jamais trouvé cette solution-là, parce qu'elle était une solution de natif. D'où mon hypothèse que le concept existe. À moi de rebondir sur cette anecdote et d'abord de souligner qu'à chaque fois qu'on est confronté à la notion du digital natif, on est souvent aussi confronté à des anecdotes. Justement, le fait d'être face à anecdotal evidence, donc en gros à des preuves qui se basent exclusivement sur des expériences ou sur des épisodes qui sont limités dans le temps et qui sont à contextualiser en l'occurrence dans le cadre de votre activité d'enseignement dans un pays développé, dans un contexte d'étudiants qui ont 15 ans, 9 et 10 ans, mais de toute façon, il ne s'agit pas de petits enfants, plutôt semble renvoyer, je dirais, mais ça c'est une analyse déjà superficielle, hein, la mienne de l'anecdote, semble renvoyer à un contexte d'acquisition de compétences linguistiques au sens large. Donc ces étudiants qui apprennent à
évidemment à être confrontés à une évaluation de leur orthographe ou de leur niveau de langue et qui prennent certaines décisions qui sont liées à ça. Ok, déjà l'anecdote nous parle de ça, encore plus que de leurs usages informatiques. Ou alors, il nous parle d'une certaine manière de réagir à une question qui est une question qu'on pourrait rencontrer dans n'importe quelle école, à n'importe quelle époque. Parce qu'on a toujours eu, dans le contexte de l'apprentissage scolaire, des étudiants qui doivent apprendre à bien s'exprimer et à bien écrire dans leur langue. Première précision. Deuxième précision. Par-delà les anecdotes, on a déjà une masse de données qui ont été collectées sur les usages des jeunes à partir des 3 à 5 ans justement aux adolescents et aux jeunes adultes. Or, ces études qui, disons, ont commencé autour de 2007 et qui continuent encore aujourd'hui, il y a une étude importante de la Open University anglaise qui vient de paraître, semblent indiquer que si on regarde les grandes statistiques, et donc non pas seulement les anecdotes, qui sont tout aussi importantes, j'en conviens, mais les statistiques sont aussi importantes, on voit que les digital natives n'existent pas dans la mesure où d'abord, il n'y a pas une seule génération, ou alors il y a vraiment une génération qui est extrêmement fragmentée aussi du point de vue de leurs usages. Cette génération est stratifiée, et ça c'est important, d'un point de vue social et socio-économique dans les usages mêmes. Les digital natifs qui sont capables automatiquement d'avoir des idées géniales et de réagir, comme vous le racontez si bien, à justement des enjeux et à des challenges qui sont lancés par leurs étudiants, qui sont nouveaux, c'est évidemment, mais qui sont liés aussi, je disais, à quelque chose de très ancien comme l'apprentissage des langues. Voilà. Ces étudiants-là ne sont pas représentatifs de toute une génération. Dans cette génération, on a des stratifications, et là on le remarque par exemple à les études de Laura Robinson, qui démontrent que les étudiants qui appartiennent aux classes populaires ou qui vivent en dessous du seuil de pauvreté n'ont pas les mêmes usages et surtout n'ont pas les mêmes compétences informatiques que leurs homologues qui appartiennent à des familles de classe moyenne. Pourquoi ? Parce que même si confrontés au même dispositif, c'est-à-dire vous mettez la même tablette dans les mains de deux personnes, appartenant à deux contextes sociaux complètement différents, on aura des usages qui sont différents. Je ne veux pas dire qu'il y a moins de compétences chez les plus pauvres, au contraire, je suis en train de dire que dans les classes populaires, on a une adoption des technologies qui est utilitariste et qui est centrée, par exemple, à la recherche de, le meilleur prix, ou alors la recherche de informations qui sont ponctuelles, alors que, par exemple, dans les classes moyennes et dans les classes élevées, on a un usage exploratoire de développement de soi, des dispositifs en ligne. Alors, ceci veut dire, en gros, qu'on ne peut pas séparer les générations et les usages et les socialités de ce qui existe en dehors d'Internet. Et que ce qui existe en dehors d'Internet est aussi une réalité sociale qui est faite de stratification, qui est faite de différences. La génération des digital natifs n'existe pas dans la mesure où les générations sont à voir comme une pluralité d'acteurs et de contextes sociaux. Donc je dirais qu'avant tout, il faut complexifier. Et si on complexifie, et là je termine sur ça, il y a aussi à regarder l'historicité de ce concept de digital natif. Parce que si, à partir de 2001, on parle de Digital Natives avec Mark Prensky, on a eu dans les années 90 un très grand discours sur les Internet Children. Donc c'est la même notion, mais on insistait plutôt sur le côté Internet. Et dans les années 80, on insistait beaucoup sur les Computer Kids. Donc c'était les premiers ordinateurs perso, les premiers micro-ordinateurs, et ils ciblaient surtout un public jeune. Et évidemment, là, on a commencé à s'imaginer que les jeunes avaient une sorte de prédisposition naturelle pour l'usage des ordinateurs. Mais donc, si les digital natives existent, ils existent depuis 20 ans, voire 30 ans, et donc on commence à élargir cette catégorie de digital natifs jusqu'à quand elle ne va signifier plus strictement rien. Parce que si je dois me considérer moi-même, avec mes 40 ans, comme un digital natif, évidemment, ça nous interroge sur la légitimité même. Alors, on n'ira pas plus loin sur ce débat.
pas. Moi, j'avais aussi tweeté le texte de Jacques-François Marchandise, que je considère très intéressant. Il doute lui aussi, et il a un texte sur Internet Actu qui s'appelle « Les prêts numériques ». Alors, je vais simplement réinterpeller Estelle. Estelle était très déçue de voir, d'anticiper que cet après-midi, je raconterai l'anecdote et que M. Casilli ne serait pas là pour réagir. Alors, est-ce qu'elle est maintenant satisfaite de la réaction? Eh bien, non. Non, alors je suis très contente. Je voudrais rebondir sur ce que vous aviez dit. J'ai l'impression que du coup, toute la discussion, elle vient de la définition de qu'est-ce que c'est qu'un Digital Native, et que ça, c'est peut-être pas un mythe, mais par contre que la génération de Digital Natives, ça, c'est peut-être un mythe. Parce que ça inclut, c'est tributaire de toutes les classes sociales, donc on ne peut pas le prendre en compte. Vous rallier, là. Ben, j'essaie de vous rallier. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est votre définition à chacun de qu'est-ce qu'un Digital Native. Est-ce que c'est, vous parlez d'une génération, d'une personne? Est-ce que ça touche simplement à Internet ou à toutes sortes d'autres outils? Pour moi, qui est à mon bureau en 2002 et qui commence à travailler avec les ordinateurs, j'essaie de faire un PowerPoint, vous savez, des diapositives, et j'essaie de faire des efforts pour faire de l'effet avec mes diapositives, et je n'y arrive pas. Je sors de mon bureau, j'interpelle n'importe quel gamin qui est né avec la présence d'Internet, donc qui est né avec les ordinateurs, et je lui demande de l'aide. Le gamin a 9 ans, 8 ans, peu importe. Dès la 4e année, j'anticipe ses compétences à résoudre mon problème. Je fais le test souvent. Je fais venir des gamins à mon bureau et je leur dis, j'essaie de faire tel truc. Est-ce que tu peux m'aider? Et 100% des cas, le gamin prend mon ordinateur et réussit en peu de minutes à faire ce que j'essaie de faire et que je n'y arrive pas. Et là où c'est intéressant, c'est qu'à chaque fois que sort de mon bureau le gamin, je lui demande, mais où tu as appris à faire ça? Et lui, il me répond toujours, je ne le savais pas avant d'entrer dans votre bureau. Alors pour moi, le Digital Native, c'est le fait qu'il est né avec des prédispositions au contact d'un objet, hein, un peu comme de l'affordance, un peu comme si l'objet avait la capacité de créer un certain nombre de changements et qu'il n'a pas l'appréhension. Et ça, nous, adultes, immigrants, n'avons pas eu la même chance de se confronter aux affordances que crée l'objet. Alors c'est un peu ma définition. Et ma définition s'appuie d'abord sur, qu'est-ce qu'une génération? En sociologie, justement, on cherche à établir une différence entre la génération en tant que cohorte d'âge, donc en gros les personnes qui ont le même âge au même moment, et la génération en tant que personnes qui se reconnaissent comme appartenant à une même génération par rapport à un événement historique. La génération qui a vécu la Grande Guerre, la génération qui a vécu le 68. De ce point de vue-là, si on doit vraiment adopter la fiction, pour moi c'est une fiction de Digital Native parce que c'est une fiction utile, elle est utile parce qu'elle nous aide à identifier une génération, un ensemble de personnes qui ont vécu l'essor du numérique de masse. Voilà. Et de ce point de vue-là, au moins, je prône pour un élargissement de cette génération, donc non pas à s'imaginer que le numérique soit un phénomène des dernières années, des années 2000, mais encore, et ça c'est justement le sens de ma présentation d'aujourd'hui, de montrer que le numérique a une historicité qui remonte au moins jusqu'à la fin des années 70, le début des années 80, et donc je dirais qu'effectivement, les personnes qui étaient encore, qui étaient petits, qui étaient enfants à cette époque-là, qui ont vécu cette essor-là, peuvent, à juste titre, se considérer comme des digital natifs aujourd'hui. Le débat la prochaine fois, ça sera à partir de quand, de quelle année est-ce qu'on considère la naissance des digital natives? Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, Estelle.